Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Bonsoir mes amis. Bonsoir Elisabeth. Et même mes camarades. L'actualité française, c'est l'affaire Liana, le meurtre de cet enfant de 11 ans par un pédocriminel ayant fait l'objet de plusieurs plaintes restées sans suite. Le drame est devenu le révélateur de nombreux dysfonctionnements judiciaires, mais aussi policiers, qui n'ont que trop duré, selon le maire de Fleurance dans le Gers. On veut nous faire croire que cette tragédie qui frappe la famille de Liana n'est qu'un dysfonctionnement au milieu d'un système qui, lui, marcherait bien. La réalité, c'est que Liana est le dernier acte d'une tragédie qui se joue depuis bien trop longtemps. 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année en France. Est-ce le début, avec l'affaire Liana, d'un MeToo des enfants? Quelle solution pour définitivement mieux les protéger? On en débattra ce soir et on vous retrouvera Marie Bonisseau et Xavier Mauduit pour vos chroniques. Il y a 150 ans, Elisabeth, aujourd'hui, le 8 juin 1876, disparaissait George Sand, formidable écrivaine, on la connaît pour ses chefs-d'œuvre de la littérature, pour son engagement envers le progrès social, mais aussi pour sa défense des forêts. Elisabeth, nous allons avec elle sauver la forêt de Fontainebleau. S'il vous plaît, Xavier. Et vous, Marie? Moi, je vous emmène aux États-Unis, dans le Minnesota, à la découverte d'un étrange et très joyeux rituel autour d'un crayon à papier qui fait la taille d'un immeuble. Elle est merveilleusement piquée. Et en plus, c'est vrai. Marie, vrai. À tout à l'heure. Et pour commencer, nous recevons un trio inséparable, insécable. Un corps et 3 cerveaux, quasiment. Les fondateurs du collectif La Horde, qui sont aussi directeurs artistiques du Ballet National de Marseille. Ils ont électrisé la danse avec les danses des rues, la diversité en gloire, jeunes, vieux ou malvoyants, entre autres, le queer et une poétique de l'apocalypse. De Brouvert, Brouty, Harel viennent nous montrer en exclusivité des images de leur prochain spectacle. Alors place à La Horde, sauvage et magnétique. Avec nous tout de suite. Ils sont avec nous et pour la première fois en bientôt 15 ans d'émission, 3 invités dans la première partie. Mais écoutez, La Horde, ça valait bien ça, cette révolution. Marine Brouty, Jonathan de Brouvert et Arthur Harel, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. Bonsoir. On est heureux, on est fiers. Et une question en préambule. Pourquoi, lorsque l'on écrit La Horde, le « la » féminin est-il entre parenthèses ? En fait, c'était au départ, quand on a cherché ce nom, tous les trois, on avait envie d'un nom de collectif qui rassemble. Et après, c'est posé la question du genre, en fait. Et on a trouvé que c'était un peu drôle de le mettre entre parenthèses. Sans l'invisibiliser, mais juste entre parenthèses. Vous souscrivez à l'analyse? Bien sûr. Bah, pleinement, puisque 3 corps et un cerveau. Leur profil idéal par Olivier Boucreux. Vous faites circuler les gestes entre les écrans, les scènes ou les musées et rappelez qu'une danse raconte son époque. Parce que vous avez choisi le corps comme langage universel, politique et collectif, vous avez La Horde, le profil idéal. Non, la danse est vraiment un acte de résistance et de revendication. Début des années 2010, dans les clubs queer parisiens, 3 artistes, une rencontre. Marine Brouty, Jonathan de Brouvert, vous venez des arts décoratifs de Strasbourg, vous, Arthur Harel du CND de Pantin. Alors on danse, on filme, on crée, on partage, et bientôt votre amitié devient langage pluridisciplinaire. Un peu comme on construit un groupe de rock quand on est ado, on s'est dit on va créer une grande maison au-dessus de nous qui va s'appeler La Horde. En 2017, avec Toda Bonne, vous portez sur scène le Jump Style, cette danse née en Europe du Nord et popularisée en ligne, et des mouvements postés sur YouTube deviennent une œuvre. En 2019, la mairie de Marseille, visionnaire, vous nomme à la tête de son ballet national. Vous y travaillez en collaboration avec les danseurs, ouvrez l'institution aux cultures populaires et contemporaines et mettez en scène communautés, amateurs, seniors ou non-voyants. Depuis, tout le monde veut sa part de La Horde. Christine and the Queens, Madonna, Sam Smith, Rosalia, Angèle ou Justice vous appellent. Mais pour vous, la star reste le collectif. Avec Room with the View, créé avec Ron, figure de la scène électro-française, vous faites danser l'effondrement écologique. Avec Age of Content, vous explorez réseaux sociaux, jeux vidéo et métaverse, un monde où tout se partage et se consomme. In the research process for the piece, me and I have looked a lot on YouTube, different levels of like how real the characters look. Au Louvre, avec Deep Stream autour de l'œuvre Narcisse, les danseurs du Ballet National de Marseille ne traversent pas seulement l'histoire de l'art, ils la réveillent. Et aujourd'hui, avec Après moi le déluge, présenté en première mondiale à Montpellier, vous posez la question de ce qui vient après nous, ce qu'on laisse, ce qu'on perd, une manière, comme vous dites, de mettre en lumière à travers la danse l'éveil d'une génération.
Ouais, c'est vous. Groupe de danse post-internet, qu'est-ce que ça veut dire? Alors l'art post-internet, c'est une référence à un mouvement d'art contemporain où les jeunes artistes, à un moment, se sont retrouvés à être connectés à travers leurs ordinateurs qui étaient leur nouveau bureau, leur nouvel atelier. Et très vite, ça s'est répandu dans le monde. Il y a des esthétiques qui sont sorties de cet art post-internet. Et tous les trois, on vient de milieux et de pratiques différentes, artistiques. Et donc très vite, on a parlé de danse post-internet parce que la danse... s'est véhiculé sur Internet 2.0 dans les années 2005 très vite parce que le corps a une telle puissance visuelle, mais aussi politique, que très vite, ça nous est apparu comme un mot qui existe entre nous dans notre travail. Et c'est devenu quasiment mimétique, c'est-à-dire que ça prolifère et vous vous inspirez d'eux et en même temps, c'est sans fin. Ce qui était intéressant pour nous, c'est de faire un pas de côté justement et d'analyser justement ces corps présents sur la toile. Et tous ces mouvements, donc il y a les mouvements viraux, justement, qui font comme une hola, mais il y a des vraies communautés, en fait, qui naissent grâce à Internet, comme le Jump Style, qui ont pris refuge, justement. C'est une communauté qui existait déjà avant Internet. Le Barbs, le Dab, enfin, il y a un paquet de trucs. Ah oui, ça c'est des mouvements qui sont dus à la viralité, mais il y a les Ardents qui ont pris refuge, justement, sur la toile Internet, parce que les clubs ont commencé à fermer, et ça a créé vraiment des communautés online. Marine Brutti, toutes tes sources d'inspiration, par exemple, vous êtes allée en résidence à Los Angeles et vous êtes allée dans un striptease, eh bien, ça a servi d'inspiration. Oui, alors, en fait, on fait partie de la communauté queer et on a beaucoup d'amies lesbiennes qui aiment beaucoup nous amener dans des clubs de striptease. On est allé au Dumbo, on est allé voir des clubs qui étaient assez incroyables au niveau des interprètes, en fait, et on a découvert... toute une nouvelle scène qu'on connaît beaucoup moins sous cette forme en fait en France et on s'est posé un peu la question de à quel endroit on met la limite en fait entre la sexualisation des corps quand on danse je sais pas Casse-Noisette ou le Lac des Cygnes et celui du strip club qui est un contexte où on sait qu'il y a des mouvements d'argent et des choses comme ça et donc en fait on est revenu au studio avec les danseuses. Et on leur a posé la question de essayons de voir où se trouvent nos limites, où se trouvent nos pudeurs, où se trouvent aussi nos puritanismes et où se trouve un vrai discours à avoir sur ces questions du lien entre la sensualité, la sexualité et les corps. Nouveau spectacle, première mondiale, 30 juin à Montpellier. Ensuite, il y aura une tournée en France et à l'étranger. Après moi, le déluge. Quand on entend ça, on se dit est-ce que ce serait une expression jouisseuse d'un collapsologue ou d'un climato-sceptique qui dirait vive l'individualisme? C'est quoi ce après moi le déluge? C'est sûr que c'est une phrase qu'on a empruntée, justement, qui a plein de sens. Et justement, on s'est vraiment posé cette question de, aujourd'hui, dans le monde auquel on vit, avec toutes ces fausses informations, ces fake news, l'importance de l'IA, justement, qui prend beaucoup de place sur l'information, mais en même temps qui fait aussi des progrès dans la science et dans la médecine. Du coup, on s'est vraiment posé la question de qu'est-ce qu'allait être le futur, parce qu'il y a vraiment cette recherche, en tout cas, de devenir éternellement jeune, de travailler sur le transhumanisme, le superhumain. On parle de biotech, justement, la biotechnologie, de trouver justement cette amplification de l'être humain. Et en fait, c'était vraiment des sujets de recherche. Et le titre, c'est comme une clé, en fait, de lecture qu'on met à travers ce spectacle. 20 secondes, premier extrait en exclusivité. Dites après moi le déluge, c'est presque aussi un titre très politique. Vous dites que l'art, être artiste, c'est être éminemment politique. Est-ce que ça va jusqu'à prendre position clairement politiquement? Par exemple, dans le cas de l'échéance qui arrive, très importante, de 2027, une élection présidentielle en France. Je pense qu'on est une multitude de choses. Déjà, on est un collectif avec des individualités, des intimités qui nous sont propres à chacun. Donc c'est vrai qu'on aime bien de parler et de contextualiser d'où on parle. On est à la fois des directrices d'une institution française et dont on hérite avec une politique et une vision culturelle qu'on a eue en France. Donc à cet endroit-là, évidemment, c'est éminemment politique. Et puis en tant qu'artiste, on a aussi fait le choix de
d'avoir le privilège de vivre de notre art et de travailler aussi en collectif avec une multitude de communautés. Donc je pense que, évidemment, c'est politique, mais il y a bien des endroits dans notre société qui le sont éminemment et avec lesquels on aime travailler et avoir notre pratique artistique. Et puis peut-être aussi qu'on sait qu'on est aussi unis non seulement par une envie de faire des choses, par le désir de rencontrer l'autre et de faire ensemble, mais aussi par la rencontre de valeurs communes. Donc je pense qu'on devrait regretter aujourd'hui que ce soit courageux de dire qu'on est contre l'extrême droite. Enfin, je veux dire, pour nous, c'est un truc de base. Ça va de soi. Ça va de soi. Et du coup, on n'a pas besoin d'être particulièrement politisé pour pouvoir le dire. Ça devrait être le standard de définition. Le pays dans lequel on a grandi, en tout cas, l'a toujours défini de cette manière-là. Donc, pour nous, ça ne nécessite aucun courage, ça va de soi. Et après, dans notre pratique artistique, évidemment, toutes nos valeurs transpirent. Donc, il y a plein de choses, en fait, qu'on questionne et de manière plus ouverte et plus polysémique. Mais celle-ci, c'est radicalement simple. C'est la base. Oui. Alors, on va évoquer avec vous trois et avec Anna une envie, une nécessité de démocratisation de la danse. Ça se passe au Théâtre national de la danse de Chaillot. Le directeur lance la 2e édition d'un concours de danse, ça va vous passionner, en ligne. Ben oui, la danse, vous le savez, c'est pour tout le monde. On peut tous s'exprimer par le mouvement. C'est en tout cas le credo des trophées Danse et Diversité qui ont été lancés l'année dernière. Alors, pas besoin d'être un professionnel pour participer. Il suffit d'avoir un peu plus de 15 ans, avoir envie de danser seul ou à plusieurs. Et l'objectif, c'est de réinterpréter 7 chorégraphies du directeur de Chaillot à sa sauce, Rachid Oumradam, dans une vidéo d'1 minute 30 maximum et qui sera publiée sur Instagram et TikTok. Des centaines de lycéens, des anonymes, des danseurs plus connus se sont prêtés au jeu. On les voit ici, avec des versions hip-hop, parfois plus contemporaines. Et avec, dans leur salon, par exemple, on les voit dans les parcs, au bord de la mer. Les 2 lauréates de 2026 sur TikTok, les voici. Elles sont devant la Philharmonie de Paris et elles auront la chance de présenter leur chorégraphie à Chaillot la saison prochaine. Alors, est-ce que ces trophées de la danse, pour vous, ça pourrait être un bon vivier de futurs danseurs ? Vous avez dans une des vidéos qu'on vient de voir, Brandon Malbonège qui vient de faire sur Times Square le concert de Madonna avec qui on a travaillé. Voilà, le jeune homme en haut à droite. Donc, on a de la chance en France d'avoir ce genre d'initiative, le travail formidable de Rachid Oumradam et de toutes les équipes du Théâtre national de Chaillot. Qu'est-ce qu'on a de la chance en France, vraiment. On se demandait, quelqu'un mal dans sa peau, mal dans son corps, au point de ne pas aimer danser, ça vous rend triste ou ça vous rend méfiant par rapport à cette personne ? Comment envisagez-vous l'autre par rapport à son corps et à tous les maux ? Et Dieu sait que c'est pas facile d'être bien dans son corps pour en arriver à la mobilité et à l'expressivité. C'est vrai que la danse, c'est l'émotion, c'est un exutoire. Et je pense que les gens qui n'arrivent pas à bouger, justement, c'est peut-être des gens qui s'expriment différemment. Mais c'est vrai que depuis qu'on a notre smartphone et que la caméra, elle s'est mise devant nous, la représentation de soi, on se met en scène. Donc le mouvement, il est vraiment partout. Donc c'est vrai qu'on peut imaginer la danse comme des grands mouvements, mais en fait, la danse, elle est quotidienne par rapport à des nouveaux gestes, justement, du quotidien. Donc en fait, le mouvement, il est partout. Mais c'est vrai que le mouvement, ça représente la santé aussi. Et plus on bouge, et mieux on est en bonne santé. Quand on entend la Horde, on se remémore un roman d'Alain Damasio, La Horde du Contrevent, pour qui d'ailleurs les questions environnementales et écologistes sont très importantes. C'est un de vos parrains spirituels, si je puis dire, ou c'est un pur hasard ce nom, La Horde, par rapport à Damasio ? Non, on lisait son livre en fait, on lisait La Horde de Contrevent, et il y avait une définition du groupe qu'on trouvait très belle, parce qu'en fait c'était une espèce de mêlée un peu proche du rugby qui essaye de faire face au vent pour trouver son origine. Et donc des personnes qui s'organisent avec toutes leurs différences, tous leurs talents personnels, toutes leurs aussi petites spécificités et qui arrivent finalement à faire un parcours initiatique de l'ordre d'une recherche philosophique. Et je pense qu'en fait, c'est ce qu'on a un peu cherché tous les trois, mais on a aussi pris un nom qui ne parlait pas que de notre trinité,
mais qui était plus inclusif encore. Et donc, en fait, la Horde, c'est nous 3, mais c'est aussi 100 personnes, 1000 personnes. Une prolifération rhizomatique, comme dirait Deleuze et Guattari, pour On embrasse. Voilà, oui, là-haut. Merci à tous les trois. Merci. Brutti de Brouwer et Harel du collectif La Horde. Donc, après moi le déluge, 30 juin, 1er juillet à Montpellier, et puis ensuite en tournée en France et à l'étranger. Et ça sera, je crois, au Théâtre de la Ville, début septembre, un des événements de la rentrée. Merci encore à tous les trois. On va passer à notre débat sur un drame, la mort de la toute jeune Liana, 11 ans, après son enlèvement par un pédocriminel. Drame devenu tragédie, car ce meurtre aurait pu être évité. Drame devenu fait politique et sociétal. Un enfant, toutes les 3 minutes, est victime d'une agression sexuelle en France. Vit-on le début d'un MeToo des enfants? Débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. C'est un appel lancé par l'artiste Andrea Bescon. Abusé dans son enfance, l'auteur de la pièce de théâtre Les Chatouilles a adressé ce message. Donc rendez-vous ce soir, à 19h, devant tous les tribunaux de France, pour manifester de manière pacifique notre colère face au fait que Liana a été tuée par un pédocriminel récidiviste. Liana, c'est la victime de trop. La mort de Liana, 11 ans, soulève l'indignation. Une marche blanche à sa mémoire a rassemblé hier 6000 personnes à Fleurance dans le Gers. Sa tante a pris la parole. Liana, pardon pour ce que tu as vécu. Entre émotion et colère, le maire de la commune a lui dénoncé les défaillances qui auraient conduit à la mort de la collégienne. La réalité, c'est que Liana est le dernier acte d'une tragédie qui se joue depuis bien trop longtemps. Arrêté et mis en examen, l'homme suspecté d'avoir enlevé Liana avant de laisser son corps dans un silo agricole n'a jamais été entendu par la justice par le passé, malgré de multiples plaintes et signalements. Devant un parterre de procureurs généraux convoqués ce matin à la chancellerie, le garde des Sceaux a reconnu des manquements. Si il y a, d'après le rapport d'inspection, des défaillances qui sont mises en avant, comme je pense qu'il y en a, je prendrai mes responsabilités et je proposerai des sanctions au Conseil supérieur de la magistrature qui iront du blâme jusqu'à la révocation. Gérald Darmanin exige que les 70 000 plaintes qui touchent des enfants soient examinées d'ici le 14 juillet. Mais la justice a-t-elle les moyens de faire face à un nombre de dénonciations qui a plus que doublé ces dernières années? Des élus de gauche et du bloc central ont enjoint cet après-midi le gouvernement à inscrire à l'ordre du jour du Parlement une loi intégrale contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Face à toutes les affaires qu'a connues la France, l'affaire Le Squarnec, Gisèle Pélico, l'État, je le dis, a une obligation de résultat. Le temps des demi-mesures est terminé. Alors faut-il d'urgence une nouvelle loi contre les violences sexuelles? L'affaire Liana va-t-elle servir d'électrochoc? Assiste-t-on au début d'un MeToo des enfants? Nos trois invités, Arnaud Gallet, bonsoir. Bonsoir. Anthropologue, président de l'association Move Enfants. Vous êtes un ancien membre de la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Vous estimez qu'après l'affaire Liana, il faut des actions, il faut mettre en place les préconisations de la Civise, avec notamment un fichier des auteurs sexuels qui ne comprennent pas uniquement les personnes condamné. À côté de vous, Pierre Verdrager, bonsoir, sociologue, chercheur associé au CERLIS, Centre de recherche sur les liens sociaux. Dernier essai à ce propos, le grand renversement, pédocriminalité. Comment en est-on arrivé là? Et selon vous, il y a un mouvement de fond dans la société française qui sensibilise de plus en plus aux violences sexuelles sur mineurs, mais le manque de moyens et de magistrats, notamment, empêche le système de fonctionner normalement. Et à côté de vous, Lucia Arbiget, bonsoir, secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Vous avez été substitut du procureur à Lille et à Nantes, en charge précisément des mineurs. Vous avez participé à la commission d'enquête sur le traitement judiciaire de l'inceste. Et selon vous, il est inacceptable de dire que les magistrats sont responsables. Après le décès donc de Liana, avec le syndicat national de la magistrature, vous demandez depuis 2 ans une augmentation des moyens. Le drame qui se produit aujourd'hui était malheureusement évitable, mais prévisible. Et on démarre avec le chiffre du jour, Benjamin. Oui, chaque année, donc 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles en France. Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle dans notre pays. Et plus des 3/4 d'entre eux, 77% précisément, le sont dans le cadre familial ou par un proche. Arnaud Gallet, il faut rappeler donc que la majorité des agressions est incestueuse.
Oui, c'est important. On l'a bien vu au niveau de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. C'est la plupart des situations dont on parle assez peu. On peut rappeler aussi que les enfants en situation de handicap sont surexposés puisqu'ils sont, selon l'OMS, 4 à 5 fois plus exposés aux violences sexuelles. On parle quasiment jamais d'eux non plus. Et il y a un vrai tabou en fait sur ces questions-là. Donc on est face à des crimes de masse. Terrible, qui nécessite théoriquement une réponse massive justement par rapport à ça. Et on va reparler bien évidemment de la question de la justice, qui effectivement est largement sous-dotée, quoi qu'on dise aujourd'hui, et le président de la République et le garde des Sceaux. Oui, Lucia Argibet, avec bien évidemment des hommes qui sont principalement mis en cause. 94% sont des hommes, dont 39% mineurs. C'est ça le profil type d'un agresseur aujourd'hui? Oui, effectivement, c'est le profil qu'on retrouve dans nos juridictions. Effectivement, la plupart des auteurs sont des hommes. Les victimes, pour la plupart, sont des femmes, en tout cas lorsqu'elles sont majeures. Avec toute cette question-là, justement, de qu'est-ce que ça dit de notre société, qu'est-ce que ça dit des rapports de domination. Et en fait, c'est tout cela qu'il faut traiter dans sa globalité. Je pense que c'est important de le dire aussi. Ça commence dès l'éducation, dès l'école. En fait, on ne peut pas demander à l'institution judiciaire d'arriver en bout de course et de résoudre par magie tous les dysfonctionnements de la société. L'institution judiciaire, elle a beaucoup à faire, elle a beaucoup à améliorer. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais c'est tout un continuum en fait qu'il faut familial, scolaire, exactement, etc. Est-ce qu'il y a un déni de société autour de cette violence-là, ou est-ce que les choses, comme les esprits ont évolué depuis 40 ans, depuis l'époque où on ne va pas citer de nom à la télévision, des hommes politiques venaient parler de la sexualité enfantine, des chatouilles et des tripatouilles. Voilà. Oui, c'est vrai que dans les années 70-80, la question pédophile était au cœur de la réflexion de beaucoup d'intellectuels, d'artistes, pour la défendre, c'est-à-dire pour défendre l'idée que les relations, les contacts sexuels entre les enfants et les adultes étaient légitimes, défendables, justiciables d'une lutte politique. Alors évidemment, on est loin de tout ça maintenant, mais dans l'histoire plus récente, plus proche de nous, j'utiliserai moi-même comme miroir de ce qui s'est passé dans les 15 dernières années. J'ai publié mon livre sur la pédophilie en 2013, c'était la première édition, et à l'époque, il y a eu très peu d'intérêt par rapport à ce que je racontais. On m'avait même refusé la publication de mon livre chez un grand éditeur en me disant que la pédophilie, ça intéressait personne. Et puis, il s'est passé en 2020 quelque chose de très important avec l'affaire Springora, que moi j'ai senti dans ma propre vie de sociologue. Le consentement, ça a été vraiment un livre charnière. Tout le système Matzneff s'est effondré. Gallimard a retiré le journal de la vente. On a fait vraiment... Il y a un avant et un après. Un avant et un après. Et moi, je l'ai ressenti. J'ai fait des interviews sans arrêt, matin, midi et soir, et ce que j'avais pas du tout fait avant. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un progrès dans la conscientisation de cette cause, que c'est quelque chose qui est dans la conscience des travailleurs sociaux, des enseignants, des citoyens de façon générale. Et je pense que, évidemment, c'est pas terminé. Il faut que le travail de conscientisation progresse, mais on a évidemment beaucoup progressé dans ce domaine. Alors, on va revenir avec notre archive sur une affaire. Il y a peut-être eu un avant et un après cette affaire, l'affaire d'Outreau entre 1996 et 2005. Une affaire secoue la France. Elle sera même qualifiée de Tchernobyl judiciaire. 17 adultes accusés de violences sexuelles sur mineurs et emprisonnés. 13 seront innocentés et acquittés. 1 est mort d'ailleurs en détention. Il y a un avant et après, et peut-être par rapport à la parole des enfants et la manière dont elle est évaluée par les magistrats. C'est notre archive. 6 accusés crient toujours leur innocence. Tous se disent victimes d'une rumeur colportée par les enfants. Ils sont rejugés à Paris, une nouvelle épreuve. Les accusations sont absurdes, elles s'effondrent. Les enfants accusaient l'abbé Vielle de viol. Au dernier moment, ils avouent avoir menti. Les 6 accusés sont acquittés. Aujourd'hui, on prouve notre innocence aux yeux de tout le monde, aux yeux de tout un pays pour laquelle on a été sali durant des années. Et aujourd'hui, pour nous, c'est une grande délivrance. Ces innocents attendent aujourd'hui des réformes. Une triple enquête judiciaire, administrative, parlementaire a été ordonnée sur l'affaire d'Outreau. Lucia Argibet, c'est tout l'inverse d'aujourd'hui. À l'époque, on reprochait aux magistrats d'en faire trop, de placer en détention préventive de manière exagérée. Est-ce que ça a été un traumatisme pour la magistrature qu'on peut ressentir encore aujourd'hui ? Alors oui, ça a été un traumatisme pour la magistrature. Moi, j'étais pas magistrate à ce moment-là, mais justement, je suis arrivée dans la magistrature juste après Outreau.
Et effectivement, c'est quelque chose qui marquait les pratiques professionnelles avec une grande prudence finalement vis-à-vis des faits de violences sexuelles. Ça a quand même largement évolué depuis. On est de plus en plus à être formé à la question des violences sexuelles sur mineurs, à la parole de l'enfant, à ce qu'elle dit, à comment mener correctement des enquêtes. Et on pourrait être mieux formé, on pourrait être plus formé, mais la question surtout maintenant, nous, elle est celle des moyens. C'est-à-dire que une fois qu'on a une justice qui est en train d'évoluer, qui prend conscience, une fois qu'on a une société, ce qui vient d'être dit, qui choisit d'évoluer, si on ne veut pas qu'il y ait un gouffre entre les nouvelles révélations de faits, les gens qui osent prendre la parole, qui révèlent de plus en plus de faits. Et les enfants ont toujours parlé, mais maintenant ils sont de plus en plus entendus. Si la justice ne fait rien, si la justice tarde, si la justice est défaillante, eh bien c'est encore pire pour ces victimes. Xavier Dragarl, Emmanuel Macron a dit qu'il ne s'agit pas d'un manque de moyens, mais de fermeté, d'organisation et de responsabilité. Alors moi, je pense que la question de la responsabilité, la réponse en termes de responsabilité, c'est une manière de ne pas aborder le problème frontalement. Parce que la question des moyens, elle est parfaitement documentée. La justice française est sous-financée. Il suffit de regarder les comparaisons internationales. Quand on dépense en France 77 € pour 100 000 habitants, on dépense 136 € en Allemagne. 136 € en Allemagne, 77 on fera le comparatif entre la France et les autres pays de l'Union européenne tout à l'heure. Donc, si vous voulez, vous avez à la fois un système judiciaire qui est sous-financé de façon chronique, durable, même s'il y a des plans, le plan Dupond-Moretti a amélioré les choses, mais on est très très loin du compte. Vous êtes d'accord avec... Pardon, oui. Juste un dernier chiffre, juste les greffiers, qui sont la cheville ouvrière essentielle de notre système judiciaire, sont payés 2047 € bruts quand ils commencent leur carrière, soit et il n'y en a pas assez. Un tout petit peu plus que le SMIC. Et il n'y en a pas assez, je parlais là des conditions de rémunération. Donc on a vraiment un système qui est en souffrance. Et juste, je dirais simplement que le système judiciaire est une espèce de miroir grossissant des problèmes aussi de toute la fonction publique qui connaît exactement les mêmes problèmes. Et ça a des conséquences dans le système judiciaire très très importantes et très très visibles. Oui, mais Arnaud, il y a quand même eu une augmentation du budget de la justice. Donc ça n'a pas suffi. C'est ça pour vous le cœur du problème. S'il y a aujourd'hui 73% des plaintes qui sont classées sans suite, c'est le manque de moyens ? Ça reflète aussi un manque de moyens, par exemple, parce que sur la question des déclassements sans suite, je pense qu'il y a besoin d'une vraie réflexion sur la question de la preuve, en réalité. C'est-à-dire qu'il y a besoin, plutôt que de diviser tel que le fait aujourd'hui le garde des Sceaux, moi je le dis tel que je le pense, c'est-à-dire que la réponse aujourd'hui qui est apportée par le garde des Sceaux, pour moi, elle est inacceptable pour un garde des Sceaux qui va jeter un peu, à mon sens, en pâture les procureurs de la République, voire les magistrats, alors que finalement, c'est un moment de crise où on devrait plutôt fédérer l'ensemble des acteurs pour être en capacité de voir ce qui n'a pas fonctionné, parce que je suis entièrement d'accord sur ce qui a été dit, c'est-à-dire que de la prévention, finalement, jusqu'à la condamnation, on n'est pas bon. C'est pas, je veux dire, c'est la Civis qui... Et réexaminer les plaintes d'ici le 14 juillet, vous semblez dire que c'est impossible. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Soit c'est impossible, ou soit ça va être un nouveau risque, en fait, que des personnes, en fait, passent à côté de certaines choses, et on pourra reprocher à ces mêmes personnes d'être passées à côté, mais tout simplement parce qu'on leur a pressé le pas en disant, mais faites-le, sinon vous partirez pas en vacances. J'exagère un peu le truc, mais c'est quand même ce qui a été dit. C'est un peu ce qui a été et donc, dit, ce que je pense, c'est que, de manière très concrète, c'est vrai que les chiffres l'ont été annoncés, mais je veux dire, aujourd'hui, sur la question des procureurs de la République, la France est au 43e rang en Europe, sur 44 pays, du nombre de procureurs de la République par densité de population. Donc on est dans quelque chose où, inévitablement, les procureurs de la République, qui ont un rôle quand même extrêmement important, comme tout le monde, mais quand même, le procureur de la République, au bout d'un moment, oui. On le voit là, 21,9 magistrats pour 100 000 habitants au niveau européen, 11,3 en France. Je veux dire, on a l'impression de découvrir, il n'y a pas si longtemps, et on est encore dedans avec le périscolaire, on voit bien que dans le périscolaire, et je pense que c'est une frustration également pour les magistrats, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que vous avez, pour bien se rendre compte quand même de ce qui se passe, vous avez des enfants qui dénoncent, qui déclarent des faits. Vous avez des professionnels qui signalent, ce qui est plutôt bien, parce qu'on a dit au niveau de la Civis qu'il y avait uniquement 8% des situations où finalement qui faisaient l'objet d'un signalement, on disait à un enfant « je te crois, je te protège ». Donc là on se dit tiens, c'est intéressant. Il y a un signalement, et finalement on se rend compte que l'enfant est entendu par moment 6 mois, 9 mois, 1 an, voire plus après. Mais forcément un enfant n'a pas besoin d'être sorti d'une fac de psycho, je sais pas où, pour se dire que forcément l'enfant, les repères spatio-temporaires vont bouger, les repères aussi avec les personnes, enfin bref, il y a un tas de choses qui vont changer, et du coup on se retrouve après avec par moment soit des classements sans suite, ou soit des choses, on ne sait même pas comment ça aboutit, et les procédures sont hyper longues. La France a été condamnée quand même pour des questions de victimisation secondaire, y compris sur des procédures très longues, à plusieurs reprises. La France, et je terminerai là-dessus, a été condamnée également en 2020 sur l'affaire Marina déjà. L'affaire Marina, on oublie tous, mais l'affaire Marina, vous savez, c'est cette fille
dont les parents avaient fait l'objet de plusieurs signalements, pareil, de la même manière, et c'est une fille qu'on a retrouvée morte. On peut parler après du petit Bastien, qu'on a retrouvé mort dans une machine à laver, qui avait fait l'objet aussi, dont les parents et le beau-père avaient fait l'objet d'informations préoccupantes répétées, de signalements. Mais c'est sans cesse la même chose, en fin de compte. Et on a l'impression de découvrir systématiquement. Mais Lucia RJB, sur les moyens, il y avait quand même ce plan quinquennal qui avait été mis en place pour recruter 1500 magistrats, 1800 greffiers. Où est-ce qu'il en est, ce plan ? Alors déjà, on est parti de très loin, comme ce qui vient d'être dit, et il en est qu'on n'est toujours pas suffisamment nombreux, on n'est toujours pas du tout dans la moyenne européenne, vous allez donner les chiffres tout à l'heure, et au-delà de ça, nous, ce qu'on dit, et ce qu'on a dit devant la commission d'enquête sur le traitement de l'inceste, c'est au-delà des moyens, en attendant que les moyens arrivent, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui est vraiment prioritaire ? La formation des policiers et des gendarmes, c'est important ? C'est une vraie question, c'est un sujet. Il y a des policiers et policières qui sont formés, mais pas assez. C'est les chiffres de la Civis également. Je trouve ça quand même assez fou qu'on voit s'afficher la Civis. 555 policiers et 2118 gendarmes, même si le ministère de l'Intérieur dit qu'ils sont à 10 000, avec des plans de formation qui sont différents en termes de niveau. C'est surtout on est plus ou moins formés en fonction de la place qu'on a dans un commissariat, une gendarmerie, pour recueillir la parole de l'enfant. C'est surtout que pour former moi-même les gendarmes, la réalité du terrain, c'est laquelle ? Vous avez que des gendarmes qui souhaitent être formés, donc c'est pas une obligation. Donc on peut se poser la question, on peut se poser la question, et pour la police c'est pareil. On peut se poser la question quand même, si on regarde les chiffres, ça devrait pas être une obligation. Enfin, je sais pas, moi je me dis, possiblement dans les commissariats ou dans les gendarmeries, il va quand même y avoir des personnes, des enfants victimes de violences, quand même, qui vont franchir malheureusement le seuil de la porte. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose pour les gendarmes, on en parle assez peu. Il faut savoir que quand un gendarme décide, par exemple, d'aller dans une maison de protection des familles et se forme, donc c'est un nouveau dispositif mis en place en 2018, vous savez, sur les départements, se forme à la question des violences faites aux enfants, notamment violences faites aux femmes, en réalité, son grade est gelé pendant une année. Vous savez, il y a des évolutions en fait qui se passent de grade, et le fait de vouloir passer en fait pour se former vous pénalise en fait sur votre progression, et alors on en parle assez peu parce que eux-mêmes progression hiérarchique et voire salariale aussi. Pourquoi tout. Pourquoi selon parce qu'on part du principe qu'ils vont être formés, machin, ils vont perdre leur temps. Choses, et puis est-ce qu'ils vont perdre leur temps, c'est pas moi qui le dis, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait se dire qu'au contraire, ça serait des personnes qu'on devrait glorifier, valoriser dans leur fonction, et donc ça fait quoi ? Ça fait qu'il y a des personnes forcément qui veulent pas y aller. Tout de même, Pierre Verdragher, on a le protocole Mélanie aujourd'hui qui favorise le recueil de la parole d'enfants. Il y a 374 salles, c'est très concret, dans les commissariats, qui permettent d'accueillir l'enfant et de l'écouter. Ça a changé. Bien sûr, il y a des évolutions significatives qui ont lieu dans le monde judiciaire, mais si vous voulez, vous savez, les sociologues, c'est des gens bassement matérialistes qui regardent les chiffres, et je veux dire, tant qu'on n'a pas les moyens humains et matériels pour faire le travail, vous pouvez mettre en place tous les dispositifs. Dans les 374 commissariats. Attendez, je juste termine là-dessus, parce qu'on a parlé beaucoup des moyens humains, etc., des magistrats en nombre insuffisant, des gens mal payés, mais il y a aussi les problèmes matériels informatiques. C'est documenté, ça, le fait que les technologies de l'information et de la communication à la disposition de la justice, on sait que ces technologies-là ont un indice, par exemple, 2 fois plus faible qu'en Italie. Donc quand on parle... C'est très important, ça, pour la jonction des dossiers, le fait que les magistrats puissent disposer d'outils informatiques performants. Ce dont ils ont manqué. Donc, si vous voulez, le sous-financement, il est à la fois au niveau humain, bien sûr, on l'a déjà dit, mais aussi au niveau matériel, tangible, les ordinateurs, les logiciels, on s'est beaucoup plaint de Cassiopée. Et tout ça, ça fait un maelstrom épouvantable qui rend possible... c'est ce qui permettait de toutes mettre ces en affaires lien. Et toute cette insatisfaction dans le monde judiciaire et dans la société française dans son ensemble. Alors, on va évoquer avec vous trois et avec Anna, ici présente, le modèle ou les modèles en Espagne et au Canada qui diffèrent du modèle français dans l'accueil des enfants. Oui, il y a 5 ans, l'Espagne a adopté une loi pionnière en matière de protection des enfants, la loi Lopivi. Et ce qui en fait un texte de référence, c'est qu'elle a été pensée de manière intégrale, de la prévention jusqu'à la réparation, en passant par la protection judiciaire des enfants, avec des mesures prévues dans tous les lieux qui accueillent les enfants. Chaque établissement scolaire, par exemple, centre de loisirs ou sportif, a l'obligation de désigner un coordinateur de bien-être qui est chargé de repérer les situations de violence, recueillir les signalements
et former les personnels. Cette loi, elle a aussi introduit la notion du devoir de signaler pour toute personne qui soupçonne des faits de violence sur mineurs. Ce devoir, il est renforcé pour les enseignants et les médecins. Aucune sanction spécifique n'est prévue pour autant. L'objectif, c'est avant tout de créer un réflexe collectif de signalement pour mieux lutter contre la culture du silence. Et puis du côté de la justice et de la police, des unités spécialisées, tribunaux, parquets, formées au recueil de la parole. On a parlé des enfants, elles ont été créées. Une des mesures prévoit que le témoignage, par exemple, des enfants de moins de 14 ans ne sera recueilli qu'une seule fois en présence du juge, du procureur et des avocats pour ne pas avoir à répéter et pour éviter la revictimisation. Et l'Espagne, elle s'est d'ailleurs inspirée du protocole d'audition NICHG qui est très utilisé au Canada. Il propose une base pour créer un climat de confiance avec les enfants. Il recommande de poser les questions ouvertes pour obtenir un récit des faits le plus fiable possible. Lucie Argibet, hier, Dominique Villepin a appelé à la création d'un parquet spécifique pour les violences faites aux enfants. Est-ce que ça, par exemple, c'est le début de la solution ? Alors, nous, au syndicat de la magistrature, c'est pas spécialement ce qu'on porte, la création d'un parquet national financier. Vous voyez, Oui. Pourquoi je dis ça, vous le savez, par analogie. Spécialisé. Parce que, pour le coup, c'est des contentieux qui sont intéressants de traiter au niveau local, et c'est des contentieux, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, de masse. En fait, toutes les juridictions doivent pouvoir traiter ces contentieux-là. C'est partout, c'est nombreux, c'est le plus gros nombre de dossiers qu'on a finalement. Donc ça ne nous semble pas forcément adapté. Et nous, on n'est pas contre des réformes, etc. Mais la prescriptibilité des crimes commis sur mineurs, pardon de vous couper, mais est-ce que ça, ce serait nécessaire ? Mais en fait, parce que c'est dans les. C'est un peu le même. En fait, au syndicat de la magistrature, nous, ce qu'on dit, c'est peut-être faisons une pause dans législation incessante et juste essayons d'appliquer ce qui existe déjà et de faire bien les choses avec des moyens suffisants. C'est-à-dire qu'encore une fois, aujourd'hui, on parlait de la justice, mais il y a aussi un problème au niveau police, au niveau du ministère de l'Intérieur, que M. Darmanin a très bien connu. Ces enquêtes-là, elles ne sont pas du tout priorisées. Moi, j'ai eu affaire dans ma carrière à plusieurs policiers-policières qui me disaient « je n'ai pas le temps de traiter les procédures que vous m'envoyez ». Parce qu'ils ont des consignes différentes, des circulaires, disant qu'il faut privilégier, prioriser le narcotrafic. Bien sûr, le narcotrafic, les opérations place nette de M. Darmanin quand il était ministre de l'Intérieur, qu'il a su prioriser véritablement. C'est-à-dire que prioriser, c'est pas juste mettre une ligne dans une circulaire, c'est de concert avec le ministre de l'Intérieur, faire une véritable politique pénale et se donner les moyens de lutter contre un phénomène. Il n'a jamais fait ça en matière de violence sexuelle. Arnaud Gallet, une loi intégrale pourrait être proposée à l'Assemblée nationale, présentée, c'est ce qu'a souhaité aujourd'hui la présidente de l'Assemblée nationale. Vous dites qu'il faut un fichier, ça fait un peu débat, parce qu'il y a déjà un fichier des personnes qui sont coupables, condamnées pour violence sexuelle. Vous dites que c'est en amont qu'il faut le faire, dès qu'il y a une suspicion. Certains disent que c'est trop. Pour nous, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il y a une réforme en profondeur qui va prendre du long terme. C'est ce qui se passe en Belgique, dans d'autres pays. Ça s'est passé en Écosse. Et il y a plein d'exemples comme ça. Et il y a l'urgence aujourd'hui. L'urgence, c'est quoi en réalité ? L'urgence, quand on a une affaire comme celle de Liana, c'est de se dire on est parents, on souhaite au maximum que nos enfants soient protégés. Et donc de pouvoir identifier des personnes. Moi, je me dis simplement, nous, au niveau de Mouvement Enfant, on se dit on est en guerre contre le terrorisme. OK, on est en guerre contre le terrorisme. On a créé un fichier notamment et avec des personnes qui sont fichées S, qui sont présumées innocents, mais qu'on surveille. Parce qu'on se dit, voilà, possiblement, il y a un danger pour la nation. Et ça, on le comprend. Nous, on se dit, pas de problème. Mais là, on se dit, donc, finalement, on est face à un crime de masse. Le terrorisme ne fait pas 160 000 victimes par an. On se dit, on est face à un crime de masse. On n'arrive pas à traiter les informations préoccupantes, les signalements, les plaintes. Ça va prendre du temps, on n'a pas envie de bâcler les choses, et dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne met pas les moyens pour surveiller des personnes ? On se dit, il y a des personnes, personne ne fait l'objet d'une information préoccupante par hasard, d'un signalement. Alors on va dire, oui, les enfants sont menteurs, c'est pas ce que dit Interpol en l'occurrence, parce qu'on me dit qu'il y a 2-3% de fausses allégations, et encore, parce que les fausses allégations, théoriquement, il y a autre chose derrière. Vous vouliez montrer quelque chose ? Ce document contient ce que dit le syndicat de la magistrature depuis des années, depuis 2024. La justice ne protège pas les enfants. Merci encore une fois à tous les trois. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Maudieu et Marie Bonisseau. Elle fumait le cigare, s'habillait en homme, écrivit de grands livres, fut libre d'aimer tout ce qu'elle voulut, homme, femme et arbre de la forêt de Fontainebleau. 150e anniversaire de la mort de l'écrivaine George Sand. Et à Minneapolis, aux États-Unis, fête du taille-crayon. Mais d'abord, le mot vedette du jour, Harley Davidson, la marque de motocyclette chère à Brigitte Bardot, entre autres, a des problèmes d'image en ce moment aux États-Unis. C'est entendu. Harley Davidson, et oui, direction Harley Davidson. Harley Davidson est une marque mythique.
Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Harley-Davidson, nom commercial états-unien composé des patronymes de William Harley et Arthur Davidson, désigne une marque de moto fondée en 1903, héritière moderne du cheval de cow-boy et paradigme de la masculinité, made in USA. Fin mai, une vague de vedettes MAGA a décidé que Harley-Davidson était une entreprise indésirable. Harley-Davidson est fondamentalement anti-américain. Harley souille son propre nom en se pliant à la meute. Chaque fois que je montais sur ma Harley, je soutenais indirectement une idéologie radicale. Ou encore, Harley est woke et gay. Oui, l'offensive anti-Harley est le dernier avatar de la guerre du Trumpistan contre des entreprises prétendument libérales. En 2024, le lobby anti-woke avait déjà forcé la marque pétaradante à renoncer à la fameuse politique de diversité, d'équité et d'inclusion promue aux États-Unis depuis 2020, après un emblématique meurtre raciste par la police et qu'elle s'apprêtait à appliquer. Pour marquer son courroux, un fada MAGA avait même pulvérisé sa grosse Harley à la mitrailleuse lourde. Harley-Davidson est pourtant intimement lié au mythe fondateur de l'imaginaire américain si cher aux MAGA. La route, les vastes espaces, la liberté individuelle, l'esprit rebelle, l'Amérique populaire. Et centrale dans la pop culture, de Easy Rider à Terminator et Captain America, ou d'Elvis à Katy Perry. Comme tant de stars du business, Harley-Davidson est né dans un garage. Deux kids géniaux du Midwest veulent installer un moteur sur leur vélo pour aller à la pêche, puis deviennent numéro 1 mondial de la moto grâce à la commande publique, poste, police et même armée pour traquer Pancho Villa. Biker avec les mains. Merci Thibault Nolte, Marie Bonisso, Xavier Baudy. Oui, l'heure de vos chroniques. Alors, George Sand, baronne du Devant et Aurore Dupin, femme libre, écrivaine prolifique, vénérée par Flaubert et Victor Hugo. Elle fumait le cigare, elle aimait les hommes et les femmes, et elle aimait les arbres. Elle a été une pionnière de l'écologie. Il est temps d'y songer, la nature s'en va. Elle s'est battue pour la forêt de Fontainebleau. Ah oui, c'est merveilleux cette histoire-là. C'est le 13 novembre 1872 que George Sand fait paraître dans le journal Le Temps un texte qui équivaut à une tribune, tout simplement. L'écrivaine appelle à la conservation de la forêt de Fontainebleau, un monument naturel. C'est ce qu'elle écrit, qu'il faut donc sauvegarder à l'instar des monuments nationaux. Car la forêt est menacée. Oui, quand elle écrit son texte, ça fait déjà plus d'une vingtaine d'années que la forêt de Fontainebleau est devenue un symbole dont se sont saisis les artistes, les peintres, pour fixer ce monde en pleine transformation, celui qui va disparaître à cause de l'industrialisation. Et dans les années 1852, 1853, le peintre Théodore Rousseau, les peintres de l'école de Barbizon, ont obtenu du pouvoir impérial, big up Napoléon III, la protection de la forêt de Fontainebleau, qui est désormais une réserve artistique. C'est très joli avec ses chênes majestueux. Sauf que voilà, le Second Empire s'effondre en 1870. En raison d'une guerre, la Troisième République n'a pas ces mêmes considérations-là. Et puis la France a besoin d'argent. Donc le président de la République d'alors, Adolphe Thiers, autorise l'exploitation de la forêt de Fontainebleau pour avoir du bois et pour y planter des résineux, parce que le pin, ça pousse beaucoup plus vite que les chênes. En 1872, George Sand a 68 ans, elle connaît très bien les forêts. Alors, la forêt de Fontainebleau, parce que c'est là où elle a été batifolée avec Alfred de Musset, et puis les autres forêts, celles de Berry, celles du côté de Nohant. Mais bien sûr, là, ce sont les forêts qu'on retrouve dans ses romans. Sauf que elle va beaucoup plus loin que ce qu'attend le comité artistique de protection de la forêt de Fontainebleau. Elle voit large. C'est ce qu'elle écrit. Elle dit, après la forêt de Fontainebleau, qu'est-ce que ce sera? Quelle forêt vierge? Elle voit ça dans un monde qui est en train d'être colonisé. Et elle écrit des choses magnifiques. Si on y prend garde, l'arbre disparaîtra. Et la fin de la planète viendra par dessèchement, par la faute de l'homme. C'est merveilleux, et en ça, elle fait écho à ce qui se passe aux États-Unis avec un autre homme, Henry David Thoreau. Ils ne se connaissent pas sans doute, mais on retrouve cette idée de désobéissance civile. Alors son projet est abouti, au sens où sa pétition fait que la forêt est protégée. L'autrice de La Mare au diable, face à l'urgence, a su prendre le Thoreau par les cornes. Oh, ça me dit quelque chose, ça, c'est très joli. Tiens, allez, c'est pour vous, le hors-série George Sand par Télérama, et lui, magnifique, tous les jours sur France Culture, un spécial George Sand tous les matins. Chère Marie, la fête du taille-crayon, c'était ce week-end à Minneapolis, vous rêviez d'y être? Ah oui, c'est devenu le rituel à ne pas rater. Début juin, donc c'était samedi, la 5e cérémonie annuelle d'affûtage de crayons géants.
Donc c'est un crayon à papier, un crayon de bois, comme disait ma mamie Jackie, qui fait 6 mètres de haut et qu'on affûte avec un taille-crayon géant lui aussi, évidemment devant une foule en délire. Chaque année, donc comme on l'affûte, comme on le taille, et ben, le crayon géant perd quelques centimètres. C'est une sorte de sacrifice, puisque un jour, à force d'être taillé, il finira par disparaître. Alors au nom de quoi? Eh ben de rien du tout. C'est vraiment pour le plaisir. C'est pour le bonheur de se rassembler sur une pelouse avec des gens se mettent des crayons à papier dans les cheveux, ils se font des chapeaux crayons, etc. Et crient « Sharpen it !» Pardon pour mon accent pourri. Taille-le. Taillez-le, taillez-le, voilà. Et chaque année, il y a de plus en plus de gens qui viennent à cette cérémonie du taille-crayon. Ce week-end, regardez, il y en avait même qui sont allés en barque sur le lac d'à côté pour essayer de voir quelque chose. Toutes et tous chaleureusement accueillis par les propriétaires de cette sculpture crayon. C'est un certain monsieur et madame Higgins qui ont un crayon géant dans leur jardin, pas pour rien, à cause d'une tempête. Il y a une décennie, une tempête étaient leur vénérable chêne à gros fruits qu'ils adoraient, mais au lieu de se lamenter devant leur arbre mort, ils ont demandé à un sculpteur local spécialisé dans la tronçonneuse de transformer ce tronc en crayon géant. Et c'est ainsi que tout a commencé. Cette sculpture fait désormais sourire tout le monde à Minneapolis, même les petits-enfants qui ne connaissent pas les crayons parce qu'ils n'écrivent plus. C'est mon moment réa que j'adore. Mais non, vous avez raison. Ce crayon rejoint ainsi l'emblème de la ville, qui est un autre truc géant. À Minneapolis, vous avez aussi un Spoon Bridge. Donc c'est un pont en forme de cuillère géante et sa cerise géante, signée d'un couple d'artistes. Ça s'appelle Oldenburg et Van Bruggen. Ils l'avaient livré en 1988. À l'époque, l'œuvre avait eu droit à un orchestre de petites cuillères pour son inauguration. Ils savent vraiment faire la fête à Minneapolis. Et c'est la ville la plus drôle des États-Unis. Oui, je les aime. Merci Marie et merci à vous. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss.